Salut à tous et bienvenue dans Photantique, l'émission qui parle de photographie antique et atypique. Et pour aujourd'hui, je voulais vous présenter un petit boîtier iconique de l'arrivée de Nikon dans le numérique. C'était loin d'être son premier, ça faisait déjà 5 ans que Nikon était bien présent dans le numérique, mais en tout cas c'est celui qui a ancré Nikon dans le numérique et qui a fait passer beaucoup de monde à l'époque. C'était un vrai boîtier amateur, presque pro, et je vous présente aujourd'hui le Nikon D200. Qui est sorti en 2005 lorsque tout le monde passait au numérique. C'était un des boîtiers dont je rêvais à sa sortie, qui était inaccessible pour moi, le jeune étudiant que j'étais. Ce Nikon est un boîtier gros et lourd, comme sait le faire Nikon, mais bon, c'est du solide et fait pour tenir dans le temps. Il a une mise au point pour l'époque hyper rapide, avec un très bon suivi du sujet, donc humains et animaux. Et la plupart des réglages sont accessibles directement, avec un viseur suffisamment grand pour pouvoir faire une mise au point manuelle ou pour vraiment viser correctement. Attention, on ne peut pas viser directement sur l'écran, la technologie de l'époque ne le permettait pas. Son capteur CCD de 10 mégapixels permet des tirages confortables et produit de superbes couleurs. Quand il fait sombre, par contre, on est beaucoup plus rapidement limité. Sa sensibilité est franchement son point limitant. Au-dessus de 800 ISO, c'est pas très propre, même si on peut monter jusqu'à 3200 en sensibilité étendue, il vaut mieux quand même se limiter à 1600 en cas extrême, comme ce que j'ai fait. De nos jours, le Nikon D200 se retrouve entre 40 et 100 euros selon l'état, mais il faut ajouter là où les optiques. Et ça, c'est un plus non négligeable pour vraiment profiter de l'appareil. Il était fourni donc avec le 18-70 mm, qui est une bonne porte d'entrée, qui fait quand même des photos correctes, mais il y a mieux. Notamment par exemple le 16-85, qui était sorti plus ou moins en même temps que ce D200, et qui permet déjà un gap correct quand on est en zoom. L'autre optique qui est sortie un peu plus tard, pas en même temps que le D200, mais qui permet quand même de faire des très bonnes images pour un prix accessible. Il s'agit du Nikon 35 mm G, qui pareil se trouve d'occasion à peut-être 80 euros. Là vous aurez avec ces deux optiques déjà un bon aperçu de ce que permet ce boîtier. L'avantage aussi de ce boîtier, c'est qu'il permet de monter la plupart des anciens objectifs de chez Nikon, donc ceux de la série à partir de la série AI. Ceux avant, il y a des risques de casser l'appareil. Donc depuis 1977, donc en mise au point manuelle avec de LED et lecture de l'ouverture, mais aussi toutes les optiques argentiques des années fin des années 80 et des années 90 avec un autofocus avec la vis, et celui-là est parfaitement capable de les gérer. Ça veut dire qu'on a une collection d'optiques pro très confortable, même des optiques amateurs aussi qui permettent de faire des trucs corrects. À l'utilisation, on a sur l'avant déjà le changement d'objectif et les modes d'autofocus directement. Et là, deux boutons personnalisables. Sur le haut, on a ici un grand écran qui permet d'avoir le retour d'ouverture, vitesse et des différentes options qui sont activées, avec le mode PASM ici, correction d'expo ici, et le trèfle spécifique à Nikon pour la qualité, l'ISO, la balance des blancs. Et ici, possibilité de mettre le retardateur, la rafale et le bracketing. Derrière, on va avoir les contrôles qu'on a un petit peu moins, avec un écran qui était grand pour l'époque, qui peut vous sembler petit pour maintenant, avec pareil, pas mal de retours. Possibilité de voir à peu près si la photo est nette ou pas. C'est vrai qu'on fait beaucoup mieux sur les boîtiers récents, mais bon, ça reste utilisable comparé à ce qu'on avait notamment sur le D100 ou sur des boîtiers plus anciens. Ici, on a quand même quelque chose qui reste parfaitement utilisable. Et puis des connectiques un peu partout pour brancher à la télé en USB, pour connecter un flash, une télécommande ou un GPS. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut en contrôle. Et aussi le flash intégré, ça marche, mais bon, c'est pas le mieux. Mais surtout de déboucher les ombres en plein soleil. Et il est aussi utile pour justement contrôler d'autres flashs. Il est toujours capable de super résultats et utilisable donc pour du portrait, du paysage ou en fait presque tout type de photo. Après, comme je vous ai dit, avec la sensibilité limitée, oubliez l'astro ou le portrait dans des endroits sombres sans flash. On peut bien sûr monter un flash Cobra et faire des photos de studio sans aucun souci avec ça. L'avantage donc, c'est qu'on peut trouver une bonne collection de flash et d'objectifs pour une bouchée de pain et qu'on peut faire des très bonnes images. Et franchement, je suis sorti avec plusieurs fois, même de nuit. En RAW, on arrive à des résultats franchement bluffants. Ça reste un super boîtier. Il vaut mieux, si vous l'utilisez maintenant, utiliser le RAW pour vraiment utiliser le maximum de ses capacités et faire des photos qui n'étaient pas
possible à l'époque, puisque les algorithmes et puis la puissance de calcul ayant fait un bond quand même depuis presque 20 ans, eh bien, un certain nombre d'images vont pas terribles en JPEG, alors qu'en RAW, on va pouvoir sortir notamment dans les ombres ou en haute sensibilité des résultats qui étaient impossibles à faire à l'époque, il y a 20 ans. Donc si vous voulez vraiment l'utiliser maintenant, je conseille fortement déjà de mettre un objectif correct et en plus eh bien d'utiliser le RAW. Ça fait des fichiers un peu plus gros, mais des fichiers qui sont de bien meilleure qualité, surtout si vous voulez faire un agrandissement ou si vous voulez retravailler votre image. De mon côté, j'ai vraiment pris plaisir à réutiliser cet appareil photo, mais je ne vais pas le garder. Il est quand même gros et lourd pour mes petites mains, et j'ai deux appareils Pentax qui a ce même capteur, qui sont capables de résultats quasiment identiques. Ils sont moins bons en autofocus et en rafale. Ce D200 à l'époque était quand même utilisé pour la photo animalière et le sport. Mais justement, eh bien, le Nikon D300 qui l'a remplacé quelques années plus tard, a fait mettre le D200 aux oubliettes, tout simplement parce que le D300 avait une rafale, un suivi autofocus et une sensibilité qui était bien meilleure que ce boîtier, ce qui a fait qu'eh bien rapidement les gens, pour justement ces photos de sport et ces photos d'action, ont mis ce D200 aux oubliettes, ce qui est dommage, car pour des sujets qui bougent un peu moins, eh bien il est toujours très capable. Je vous fais passer donc quelques photos que j'ai fait ces derniers mois avec ce boîtier. Je vous fais passer donc les objectifs que j'ai montés. J'ai monté donc le 18-70 et le 35 mm, mais aussi quelques objectifs manuels, notamment les Tamron adaptables que j'ai adaptés dessus, et puis mon Nikon 180 mm 2.8, qui est une optique absolument extraordinaire. Ce boîtier, je l'ai utilisé en parallèle avec le Sony RX100, qui a un objectif plus ou moins similaire. J'ouvre un peu plus, mais vu qu'il a un petit capteur, on va dire que c'est plus ou moins l'équivalent d'un 18-55. Et franchement, donc il y a des choses pour lesquelles le D200 est meilleur, notamment le rendu des couleurs. Par contre, l'autofocus, notamment la détection des visages, etc., là on sent qu'il a quand même bien vieilli. Et pour la sensibilité, malgré qu'il a un capteur beaucoup plus petit, le RX100 est quand même largement meilleur. Je vous fais passer la comparaison de quelques photos du même concert. Et comme vous voyez, le RX100 est quand même au-dessus. Mais ce D200 ne dément pas. Et je dirais que je ne serais pas choqué pour une utilisation, par exemple, professionnelle pour du portrait à l'extérieur ou pour du studio, d'utiliser un boîtier encore de nos jours, même si tout le monde dirait que c'est un boîtier complètement dépassé. Ça me choquerait pas de voir ce boîtier-là à l'extérieur utilisé par un pro et en faire un tirage en A2 sans aucun souci. Ce boîtier en est parfaitement capable. Donc voilà pour cette petite vidéo. Et vous, quelle a été votre expérience de la photo à cette époque ? Avez-vous eu ce Nikon D200 à l'époque, ou c'était comme moi avec un petit compact où vous étiez tout simplement pané, puisque ça fait quasiment 20 ans. N'hésitez pas à me dire donc ce que vous en pensez en commentaire, et puis aussi à vous abonner pour plus de contenu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!